Bonsoir et ravi de vous retrouver dans notre émission Coup de poing sur les i. Ainsi que je vous l'ai annoncé il y a peu, nous allons avoir des petits suppléments et des petites surprises pour vous. Et bien là, voilà ma première surprise. Vous devez vous rappeler qu'on a reçu deux invités qui vraiment ont été très émouvants sur notre plateau il y a quelques mois de cela. Vous vous rappelez de Nicolas Hulel, pardon, j'ai toujours du mal avec le nom, qui est venu nous raconter comment il avait pu souffrir dans son enfance. Et vous allez voir, il va vous faire un petit résumé de ce qui lui est arrivé. Et on reprendra nous après, et vous verrez, je vais lui poser des questions. Ainsi que mes deux coéquipiers, Elisabeth Ponviane, toujours pareil, toujours sérieuse, toujours rigide, notre Dame Justice. Avec ses fiches en plus. Et tu te rappelles de mon nom, ça va? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me rappelle pas de grand-chose à dire vrai. Et à côté de moi, comme d'habitude, Pascal Neveu, notre psychanalyste. Bien. Bonjour Katia. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier, on va dire, allez, enregistrement salon chez moi, puisque nous n'avons pas de caméra aujourd'hui. Bien, alors nous allons commencer tout de suite par Nicolas. Alors Nicolas Pluhen, je vais lui poser une question tout de suite, c'est de lui demander d'avoir la gentillesse de nous restituer son histoire, parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément en tête tout ce qui lui est arrivé. Okay. Alors Nicolas, du départ. Alors, on s'est rencontrés nous au mois d'avril, au moment où sortait un livre en fait, que j'ai commencé à écrire 8 mois avant, qui racontait mon histoire, une histoire que j'avais jamais prévu de livrer, mais que j'ai fini par livrer parce qu'il y a eu un trop-plein. C'est l'histoire des abus sexuels et des viols que j'ai subis dans mon enfance, de l'âge de 5 ans à 7 ans, par mon cousin, voilà, pendant des fêtes de famille. Très souvent, ça a été récurrent et j'ai dû vivre avec ce secret que voilà, j'ai pas voulu divulguer par rapport à la famille. C'est ça qui a quel âge par rapport à vous? Quand il avait 15 ans, quand j'en avais 5. Il avait 15 ans, 15 ans et vous 5. C'est ça. Et du coup, voilà, j'ai passé ma vie entière en fait à lutter, à essayer de survivre contre ces images qui revenaient tous les jours, parce que j'avais pas eu d'amnésie traumatique. Moi, j'ai vraiment pensé tous les jours à ce qui m'était arrivé, mais je m'étais dit que j'en parlerais jamais parce que voilà, je savais aussi les conséquences que ça pouvait avoir dans la famille, et il y en a eu d'ailleurs depuis. Voilà. Mais sauf qu'à un moment donné, le mal-être a pris le dessus et que je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là si je n'avais pas écrit. Voilà. Et tout ça, ça s'est passé où? En France ou... En Bretagne. Ouais. En Bretagne. En Bretagne, et voilà, j'ai vécu la plus grosse partie de ma vie en Bretagne, mais quand j'ai commencé à aller vraiment très mal par rapport à cette histoire, on est parti. On a quitté, on est parti dans l'océan Indien où on vit depuis 8 ans avec ma femme et mon fils. Et c'était une façon de fuir les problèmes, mais aussi une manière de partir avec, mais de s'éloigner de l'endroit où tout était arrivé. Donc quelque part j'ai réussi à sauver ma peau, mais j'allais pas beaucoup mieux, donc il a fallu que j'écrive pour aller mieux, et même l'écriture n'a pas suffi, il a fallu que je fasse encore plein d'autres choses autour, que je continue à faire et qui me permettent d'aller bien. Alors justement, on va poser une question à Elisabeth. Elisabeth, dans un cas comme ça, est-ce qu'il devait porter plainte? Qu'est-ce que vous lui auriez conseillé, vous? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect juridique et puis il y a l'aspect psychologique. Alors, la première chose, la première démarche, c'est de voir si la victime est prête à déposer une plainte, à faire la démarche, qui, comme on le sait d'ailleurs, n'est pas une démarche facile. Déjà, ouais. Il faut s'exprimer, il faut aller pousser la porte de la gendarmerie ou d'un commissariat, et surtout, il faut affronter la famille. C'était hors de question pour moi. La première fois que j'avais parlé en 2015, quand j'ai raconté ça à mes parents voulaient que je porte plainte, alors qu'il y a une prescription, de toute manière c'était mort, mais moi dans mon esprit il était hors de question que je porte plainte. Et il se trouve que depuis j'ai porté plainte. Mais c'était un concours de circonstances, j'ai porté plainte parce que quelqu'un a voulu m'inciter à m'inscrire dans le processus de justice restaurative. Et sauf que moi j'avais pas d'action en justice, donc j'étais pas éligible, je cochais pas les bonnes cases. Donc la personne m'a dit il faut faire un courrier type, ce sera une formalité. Ce que j'ai fait, je fais un courrier type, je suis parti en vacances, quand je suis revenu, j'avais une convocation à début août. Ça c'est une chose intéressante parce qu'on en parle beaucoup de cette
Je passais 2h30. justice 2h30. restaurative. Ouais. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Parce que Bah, c'est quand même très particulier. Ça m'a interrogé. On va dire, on va rappeler ce que c'est que la justice. Ouais. C'est en fait affronter son Ouais, il y a deux aspects. C'est soit on affronte son agresseur, mais Ou un autre le agresseur. gros de la justice restaurative se fait avec des agresseurs et des victimes. Quel que soit le motif, ça peut être des agressions violentes, ça peut être des vols à main armée, des braquages, etc. Mais c'est des gens traumatisés par des gens qui ont traumatisé. Voilà. Mais moi, en aucun cas, c'était dans l'idée de rencontrer mon agresseur. Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Oui, c'est ça. C'est un truc que C'est compliqué ça. Alors, c'est inconcevable. Justement, psychologiquement, Pascal, la justice restaurative. C'est ce que Nicolas a parfaitement raconté également, c'est-à-dire qu'il y a eu des dommages collatéraux et que la famille, effectivement, a été totalement impactée par cette révélation. Complètement. Vous, Mais a été vous êtes totalement reconstruit. Et la crue. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est très rarement le cas également. Parce qu'il y a une omerta, mais complète sur ces sujets. Vous êtes parvenu à totalement vous reconstruire. Alors, à l'océan Indien, je pensais à l'été indien. Même si vous étiez en Bretagne, il y a la mer quand même qui reste un peu là-dedans. Bon, bref. Mais c'est pour se dire qu'on peut se reconstruire à un moment donné. Et vous êtes totalement parvenu, même si pendant des années, tous les jours, vous avez pensé à votre cousin. Et ça m'arrive encore. Oui, c'est ça, c'est Encore, la perpétuité. Hein. totalement. Dans les victimes, c'est la perpétuité. Ah oui, moi ça m'arrive encore. Vous voyez, quand si vous voulez que je raconte un peu ce qui s'est passé depuis, moi il s'est passé beaucoup de choses. On va y venir. Attendez, Ouais. juste une petite question. Vous parlez de votre femme et de votre fils. C'est première union ou Deuxième. Voilà. Ouais. C'est très rare. Non, je vous pose la question parce que c'est très rare en général que dans ces cas-là, la première union soit quelque chose d'abouti parce qu'il y a encore toute cette souffrance. En fait. Bah oui, non mais après il y a eu la première union et moi je suis très lié à ma première femme, on est très amis. Voilà, elle vient nous voir en vacances à La Réunion, ma femme s'entend très bien avec elle aussi. Mais ma deuxième femme avec qui je suis depuis 22 ans, elle ne le sait que depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'on a quand même passé 15 ans. C'est tout récent. Ah oui, totalement d'accord. 14-15 ans sans qu'elle sache quoi que ce soit. C'est lourd à porter. Ah ouais, c'est lourd à porter. Et quand c'était un traumatisme pour elle, pour mon ex-femme aussi, quand j'ai tout raconté, c'était. Tout le monde était. Sous le choc. Effondré, quoi. C'est le livre qui a révélé l'histoire ou vous en avez parlé avant? J'en ai parlé avant, en 2015, et en fait, personne n'a su comment réagir. Et après, il s'est passé 7 années, en fait, durant lesquelles moi je me suis renfermé avec mon secret, enfin avec mon histoire, parce que c'était plus un secret. Mais plus personne ne savait quoi foutre de cette histoire. Mes parents me demandaient jamais comment j'allais, même ma femme, on n'en parlait pas, quoi. C'était l'omerta totale. Et moi, j'étais en train d'en crever, quoi. Je rebondis par rapport à la question de Katia. Est-ce que le livre, il a ouvert des portes ou au contraire, il a fermé des portes? Il a ouvert des portes, clairement. C'est-à-dire que moi, j'ai assumé totalement. Mais c'est vrai que les questions, il a fallu. Il y a eu la sortie du livre, il y a eu le cap d'en parler à mes parents, il y a eu le cap de parler avec la mère de mon agresseur, et le cap de parler à cet oncle dont je parle beaucoup dans mon livre, qui est la personne qui a un peu orchestré tout ce qui s'est passé. Et c'est une accusation forte, mais c'est vraiment ce que je pense aujourd'hui, c'est l'écriture qui m'a amené à formaliser ce que j'ai dans la tête aujourd'hui, et je l'assume totalement. Mes parents, ils ont lu le livre, ils ont été tourmentés forcément, ils m'ont parlé, j'imaginais qu'il y aurait des conséquences pour eux, qu'ils auraient fait des choses, c'est-à-dire qu'ils auraient parlé à la famille, mais en fait non, c'est resté, ils n'ont pas su quoi faire de cette histoire non plus, si ce n'est être davantage peut-être précautionneux vis-à-vis de moi, d'être bienveillant, et ils l'ont toujours été, mais je dirais, il y a quelque part, il y a quelque chose que j'attendais qui n'est pas arrivé, qui n'arrivera pas. C'est resté une sorte de huis clos, c'est cela? C'est une sorte de huis clos, ouais. Alors après, il y a la presse qui s'en est emparée de cette histoire. Donc en Bretagne, il y a eu le journal, il y a eu une page entière dans le journal avec ma tronche et mon bouquin. Et là, c'est la mère de mon agresseur qui est ma tante, quelqu'un que j'adore, qui était quelqu'un dont je redoutais la réaction, mais parce que j'avais peur de lui faire du mal, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait, c'est la position de victime. On a tout le temps plus. On veut protéger les gens, quoi. On en a chié, et en plus on continue à vouloir protéger les gens. Il y a toujours cette espèce de pseudo-culpabilité. Carrément. Voilà. Je savais que j'allais faire du mal à sa mère qui avait rien demandé, et je me disais que ça pouvait être évité. Et moi je m'étais dit que jamais de son vivant j'aurais parlé de ça. Sauf que le truc qui est arrivé, c'est qu'elle m'a appelé, le 2 mai elle m'a appelé, elle m'a dit j'ai vu le journal,
Elle m'a dit c'est mon fils. Je dis ouais, c'est ton fils. Vous vous rappelez du 2 mai quand même. Ouais. Ça marque. C'est le ouais, carrément. Est-ce qu'elle Chaque se doutait date, pas elle est quelque importante. part? Est-ce qu'il n'avait pas déjà fait des choses Oui, c'est la question. Alors que j'avais elle m'a dit posée. qu'elle ne savait Si pas, c'est mais tenté. c'est la question qu'elle m'a posée tout de suite. Elle m'a dit aussi, elle m'a révélé qu'elle-même avait subi des abus sexuels dans notre famille. Chose dont elle n'avait jamais parlé. Donc il s'est passé énormément de choses après le livre. J'ai appris aussi d'autres choses qui se sont passées dans ma famille, dont je n'ai pas forcément envie de parler à l'antenne, mais ma famille proche, il y a eu des condamnations, voilà, dont on ne m'a jamais parlé, qui remontent à 4-5 ans. Voilà. Donc j'ai appris ça, parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de m'en parler. Et puis le fils de mon agresseur, qui m'a envoyé un message sur Messenger, c'est quelqu'un, un jeune adorable, mais j'ai pas de contact avec lui, pour des raisons assez évidentes, c'est que j'ai jamais voulu voilà, nouer de contact avec lui. Et il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait vu l'article dans le journal et que bah, il voulait me poser une question. Et je lui ai dit, je sais ce que tu vas me poser comme question, et oui, c'est ton père, quoi. Et donc on est resté en contact et on a beaucoup échangé, et ça a été dur pour lui, mais bah, ça a été dur pour moi aussi de parler de tout ça. Il y a, Ah oui, il y a parce des que- rapports entre votre agresseur et vous maintenant? Est-ce qu'il a cherché à vous parler? Est-ce qu'il a... Ah non, c'est un mec, c'est un sociopathe, il s'en fout complètement, quoi. Non. Je pense même que, je sais que sa mère, quand elle a su, quand elle m'a appelé le 2 mai, elle m'a dit j'ai le journal entre les mains, elle me dit, parce qu'il est à moitié clochard aujourd'hui, il me dit je vais aller dans les bistrots où il traîne, je vais lui balancer le journal, il me dit j'espère qu'il va se prendre. Wow. C'est une violence. Ouais. Wow. Mais c'est. Et ce qui Il faut le vivre, signifie ça, qu'il y a une faut- reconnaissance, effectivement, de cet acte abominable. Ouais. Parce Il y a que pas de pour qu'une déni, mère, hein. pour qu'une mère Là, il y a pas de dise déni. cela face à son enfant, c'est fort. C'est fort, et puis son souci à ce moment-là, c'était de m'apaiser moi, c'est tout. Et ce qu'elle disait, elle le pensait. C'est un beau geste. Ouais. C'est rare. Violent, mais beau geste. C'est Et rare. puis elle s'est mise à poil aussi quelque part en me disant ce qu'elle avait vécu par un vieil oncle, chose qui m'a absolument pas surpris, mais voilà, ça a fait que confirmer que ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que quand il y a de l'inceste dans une famille, On en a d'ailleurs parlé. C'est- La dernière il y en a émission. partout, quoi. Il y en a Oui, partout. notre dernière Et émission. ça arrive. justement, Transgénérationnel. Ouais. Voilà, Et absolument. alors chez moi, ça se vérifie, quoi. Et pour autant, personne n'en parle. Et cet oncle, ce fameux oncle, qui est le frère de ma tante, donc, voilà, qui a fait de l'ingérence dans la famille, c'est ça que je raconte dans le livre, c'est qu'il a pris le fils de sa sœur, considérant qu'elle n'était pas capable de s'en occuper. Et il a fait de ce mec une espèce de sale type que c'était. Enfin, il était construit à l'envers déjà, ce mec-là, mais en lui laissant tout faire, en imaginant que ça allait être quelqu'un d'exceptionnel, il est devenu encore plus taré que ce qu'il était, quoi. Et il s'en est pris à moi. Mais il s'est aussi détaché de ses parents, à qui cet oncle n'a eu de cesse de dire que son père était un minable, que sa mère était un minable, etc. Et c'était ça, sa vie à ce mec. Et quand elle a lu le livre, ma tante, elle m'a dit je connais pas mon fils, on me l'a volé. Je dis bah, c'est ça. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le livre, elle l'a commandé pour le filer à mon oncle. Et là, en mois d'août, j'ai appris, peu de temps après, justement, pour avoir été convoqué à la gendarmerie, ce qui m'avait foutu un coup. La semaine suivante, ça a été d'apprendre que mon oncle, en fait, disait que je mentais. Voilà. Et donc, à 51 ans, quand j'ai eu cette nouvelle, moi, j'avais 5 ans, quoi. J'avais 5 ans. Et ma tante m'a dit, heureusement que tu n'as pas parlé quand tu étais enfant, parce que tout le monde aurait dit que tu mentais. Ça aurait été pire, Ça en aurait été fait. pire. C'est le lot de beaucoup de victimes. Et ouais, là, j'en parle, ça me fait du mal parce que j'ai mis quelques semaines à m'en remettre. Et pour moi, c'était la dernière chose que je pouvais imaginer, c'était avoir une confrontation. Je sais que j'aurais pas de procès, je sais que j'aurais jamais de sortie par le haut de cette histoire, si c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je me disais peut-être que j'aurais cette confrontation avec cet oncle qui peut-être me présentera des excuses pour avoir pas vu ou vu, pas dit, enfin, qui me dira quelque chose, quoi. Est-ce qu'on peut. On parle beaucoup du fait que certains crimes soient imprescriptibles. Est-ce que vous seriez d'accord, par exemple, Carrément. sur ce Ah qui oui. vous est arrivé? Ah, bien sûr, mais de toute façon, moi je suis totalement pour que ces crimes soient imprescriptibles. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Christine Serrada, d'ailleurs. À partir du moment où on Oui. considère que Elle en parle l'amnésie beaucoup. traumatique existe, si on considère que ça existe, à partir de là, il ne doit plus y avoir de prescription. C'est le gros débat actuellement. Ouais. Mais oui. Bah, je veux dire, Le problème, c'est les preuves. C'est ça mais le problème. même je dirais 3 jours après un viol, les preuves, ça reste parole contre parole. Sauf vrai. s'il y a eu une expertise médicale, mais ça reste toujours une histoire de rapport de force et de parole. C'est pour ça qu'il y a des experts. Et moi, je suis désolé, mais moi, on m'aurait expertisé à 30 ans quand j'étais à fond en train de la coke tous les jours. Et quelques années après, à 2 doigts de me foutre en l'air, je pense que quelqu'un de censé
voilà, dans le domaine de la psychologie, aurait pu déterminer que j'avais été violé dans mon enfance. Je veux dire, c'est des gens comme voilà, Mais Salmona, enfin, c'est des gens qui ont tellement étudié les choses. Moi, je suis juste un stéréotype d'une victime, quoi. Avec des séquelles sur la santé. Je remplis toutes les cases. Je suis addict à tout ce que j'ai pu toucher. Je suis dans l'hyperactivité, même encore aujourd'hui. Voilà, je suis toujours en recherche voilà, que les gens m'aiment bien. Enfin voilà, je coche toutes les cases. Et l'hyperactivité, c'est une relation entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. C'est ça. Les addictions, c'est encore autre chose. Mais il est évident que moi, plusieurs patients que j'ai pu suivre, effectivement, même des jeunes qui me racontaient certaines choses, je commençais à leur dire, tu m'as pas tout dit, il y a autre chose. Ils finissaient par révéler, effectivement, le fait qu'ils avaient été abusés, violés, etc. Mais ils avaient honte de le raconter et ils ne savaient pas comment le dire auprès d'un psy. Bien sûr qu'on a honte. Et même quand on se met à nu comme je le fais là depuis un an, il y a quelque chose d'humiliant à le faire. Mais je dirais aujourd'hui, le message que j'essaie de passer, il passe au-delà de ce côté humiliant. Mais il y a des moments où je me dis, merde, je sais qu'il y a des gens qui vont me voir pour la première fois. Ben voilà, je vais être le mec, ah oui, c'est le vieux qui s'est fait violer quand il était gamin. Oui, voilà. mais sauf Nicolas, c'est que la victime n'est pas le coupable. Vous êtes la victime. Ouais, mais il faut réussir à se l'enlever de la tête, ça. Après, moi j'ai réussi à avoir une belle vie quand même. Mais ça n'a pas été sans mal, quoi. Et je sais que pour avoir cette belle vie, il y a eu la souffrance aussi, quoi. Je ne sais pas si vous avez lu un peu ce que dit Arnaud Gallet, qui a aussi... Si, je connais bien son histoire. Et il racontait que, notamment, un jour, il avait rencontré une spécialiste pneumologue qui lui avait dit, mais parce qu'il avait des problèmes, qui lui a dit, mais est-ce que vous n'avez pas été abusé dans votre enfance? Parce que vous avez la respiration d'un enfant qui a été abusé. Bah, il y a toutes les conséquences médicales, voilà. On le sait parfaitement. Oui, mais en termes sur un plan psychologique, bah oui, mais c'est respirer. Respirer, c'est la vie également. Bien sûr. Bien sûr. Puis ça peut être plein d'autres choses. Hein. On parle de sur le plan sexuel également. Mais oui, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est une émission qu'on va aborder prochainement. C'est justement les problèmes sexuels. Parce que alors là, je pense qu'on est passé totalement à côté de la vérité. Totalement. Donc on aura des spécialistes qui nous en parleront et on ira creuser ça. Parce que c'est pareil. Une victime, elle se sent aussi coupable de sa sexualité qui ne va pas. Parce qu'en fait, la victime, c'est pas compliqué, on la met en face de nous, elle n'est pas de tout. Il n'y a pas une chose dont la victime n'est pas coupable. Elle a tout fait, tout ce qui lui arrive, c'est normal. Elle doit souffrir, elle doit continuer à souffrir. Non. C'est vrai que c'est rare. Enfin, c'est rare que tout coule. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent fait des choses en me disant que c'était pas forcément bien. Je les faisais quand même. Hein. Mais c'est quoi le pire souvenir? Oh. La pire culpabilité? Bah, ouais, c'est d'avoir trahi la confiance de ceux qui m'aimaient quand je prenais de la drogue. Voilà. Je crois que c'est pas un fait, c'était sur des ça qui fait le plus mal, quoi. Bah, c'est que tu sais que tu as trahi des gens qui. La confiance trahie comme ça. Et tu sais que au moment où tu le fais, tu te dis que tu as une crevure, quoi. Mais bon. C'est difficile. Et ça, vous l'avez dépassé? Ah ouais, complètement. Bah justement, on va parler de ça maintenant. Parce que aujourd'hui, qu'êtes-vous devenu? Alors, en fait, j'ai rapidement, à la sortie du livre, j'ai créé une association qui s'appelle Mon Petit Loup. Donc, avec laquelle je mets les revenus du livre dedans et je fais des interventions dans des médiathèques, des collèges, des lycées qui rapportent aussi de l'argent à chaque intervention via le Pass Culture qui permet de rapporter de l'argent dans l'association. Et cet argent, il sert exclusivement pour l'instant à faire des ateliers d'écriture. C'est-à-dire que tous les 15 jours à La Réunion, il y a un atelier d'écriture avec des gens qui vont à leur convenance. Parfois il y a 2 personnes, parfois il y en a 7, 8. Avec une psychologue clinicienne spécialisée en étymologie et un prof d'écriture et de musique. Et ces gens-là s'expriment autour de jeux thématiques d'écriture de chansons, de poèmes, de vers, de tout ce qu'on veut. Et ça donne lieu à des chansons parfois qu'on arrive à écrire, à mettre en musique. Et là, le week-end dernier, il y avait un studio d'enregistrement qui était réservé pour enregistrer les textes qui ont été écrits. Donc ça, c'est la première étape. On attaque ça à Mayotte le mois prochain. Et en parallèle, j'ai aussi ce projet. J'allais dire, c'est votre... Ah, ça, c'est le projet, c'est un livre-disque qu'on va faire, qui est... en fait, j'ai sollicité plusieurs artistes pour écrire sur le sujet.
Et voilà, il y a des artistes plus ou moins connus, mais tous talentueux, qui vont se prêter au jeu. Et j'ai déjà récupéré quasiment 8 chansons qui sont super bouleversantes. Ah, ça c'est bien. Et qui vont être, certaines sont déjà enregistrées, donc d'autres vont être enregistrées spécialement pour ça. Et on va faire une compilation avec un livre-disque en fait qui va être en double page. À chaque fois, il y aura un focus sur l'artiste qui aura écrit. Et il y aura une sorte d'interview qui va retranscrire le contexte d'écriture, les raisons pour lesquelles la personne a souhaité écrire. Est-ce que c'est parce qu'elle a vécu? Est-ce que c'est parce qu'elle est proche de la cause? Quel est son point de vue sur l'engagement, sur cette cause, etc. On peut avoir un scoop sur le nom de quelques artistes connus. Ah bah il y a, alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a des gens comme Alban de la Simone, il y a J.P. Nataf, le chanteur des Innocents, il y a les Ogres de Barbac, il y a la Mouketanou, il y a... ça reste c'est de la musique française, hein, mais c'est des gens qui vendent beaucoup d'albums et que moi je suis... Et qui sont investis dans cette cause. Bah, pour certains c'est nouveau, mais ils me suivent. Comment ils ont reçu ça justement? Comment ils se sont investis par rapport à cela? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment vous avez échangé avec eux? Bah, c'est des gens que je connais, pour certains que je connais depuis longtemps, mais qui ne me connaissaient pas par rapport à ça, et qui ont suivi ce que j'ai fait, qui ont lu le livre, et qui ont été vachement touchés. Alors quand c'est... Moi j'ai jamais cherché à parler de ça avec certaines personnes, je leur ai offert le livre, et après ils le lisaient pas, mais la plupart du temps quand c'était eux qui revenaient à moi, je leur dis bah tu sais j'ai ce projet là, si jamais ça te dit, effectivement il y en a un très bon ami à qui j'ai dit ça, et 6 mois après il m'a écrit une chanson qui est... Ils connaissaient d'autres victimes dans leur entourage? Tout le monde connaît des victimes, quand Voilà, on se pose on est la question, d'accord. tout le monde connaît des victimes. Certains de ceux qui vont écrire sont aussi des victimes, mais d'autres ils n'en avaient jamais parlé, mais là ils vont en parler. D'accord. Voilà. Et notre ami Pierre Perret va donner un petit coup de main. Ah, il y aura la reprise, il y aura sa chanson, Tilo qui va être reprise. Alors, on va peut-être solliciter des gens comme Olivia Ruiz ou voilà, qui vont peut-être chanter. Alors, il y a une des chansons qu'on va essayer peut-être de faire chanter par Vanessa Paradis. Alors ça c'est pas un scoop parce que je sais pas encore fait, mais en tout cas c'est des choses qu'on va essayer de faire. Et on a les connexions pour le faire, c'est-à-dire qu'on a les bonnes personnes pour leur demander en direct. Nicolas, puisqu'on parlait de Pierre Perret, vous devriez essayer de voir si vous ne pouvez pas faire la reprise du livre sur les prêtres pédophiles. Sa chanson, ouais. La chanson pédophile, Ouais. Parce que quand on l'avait interviewé, vous vous rappelez, il nous avait dit sa déception que cette chanson-là n'ait pas été assez portée. Ouais. Ben, ça serait peut-être là qu'il faudrait qu'elle soit. Ah ouais, bon, on va reprendre Mon Petit Loup, ça c'est sûr. On reprend l'Aigle Noir aussi avec un chanteur punk il y a 40 ans. Ah ouais, vous allez voir. C'est Didier Vampas. Ça va être... Version punk, oui, ça doit être. Ah mais ça va être génial. Mais justement, moi je cherche à faire parler, j'ai envie que les gens se... Waouh, c'est quoi ça quoi? Et il faut que les gens vont se poser sur la chose. D'autant plus que l'Aigle Noir de Barbara, c'est après son décès qu'on a appris ce qui lui était arrivé. Non, elle en a parlé avant. Elle en a parlé? Ah, sûr et certain. Après, on n'a pas beaucoup parlé, mais ça a été après, surtout que ça c'est beaucoup délié au niveau des langues. Non, elle en a parlé aussi au sujet de Nantes, Oui, puisque sa cette chanson. chanson-là, ça parle de son père. Hein. En tout cas, c'est une chanson qui porte la cause, puisque hier, à la Civise, ils ont fait intervenir Clara Isé, une chanteuse, qui est venue et qui a chanté l'Aigle Noir. Ce qui est bien, c'est que la Civise est reconduite. Hein. Ouais, ça Oui, c'est oui, bonne Ça, il y a nouvelle. 2 jours, on a eu la Ouais. foule. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais vous avez fait d'autres choses, vous avez fait des salons aussi. Du salon du livre? Oui. Ah oui, j'en ai fait plein. Alors lesquels? Ah ben à La Faut Réunion, savoir. j'ai fait ça à La Réunion. En fait, moi j'ai dit oui à tout ce qu'on m'a proposé. Voilà. Parce qu'à chaque fois ça me permettait de rencontrer des gens. J'ai rencontré aussi des gens dans l'écriture que j'aimais beaucoup. Ça m'a permis de les rencontrer, des gens comme Natacha Apana, que j'aime beaucoup, qui est un auteur mauricien. Enfin, j'ai rencontré aussi Jean-Marc Martial, un gars qui a écrit, qui fait partie des enfants de la Creuse, alors dans un autre sujet, enfin pas tellement finalement, parce qu'il a écrit un bouquin sur sa vie, les enfants de la Creuse, qui était, je dirais, enlevé de la Réunion pour être placé dans des familles dans la Creuse, qui après a été violé par son père adoptif, enfin vraiment une histoire, mais tout ce qui est plus dramatique. On en a parlé il y a quelques mois. Et donc j'ai rencontré ce gars-là, donc on échange maintenant, voilà, ça donnera peut-être lieu à des choses qu'on fera ensemble, mais en tout cas c'est des rencontres qui n'auraient pas eu lieu si j'avais pas parlé de tout ça, quoi. Ah bah c'est sûr. Donc globalement, les gens voient ça aussi, parce que c'est aussi ce que me renvoient les gens. J'ai beaucoup de gens qui trouvent ça super d'avoir une résilience de cette forme-là, en tout cas
d'arriver à embarquer aussi tout le monde, mais j'ai toujours fait ça, quelle que soit l'activité que je faisais, j'embarquais toujours tout le monde. Si on est logique, ça devrait être tout le monde. On a été touché, on a la chance de sortir la tête de l'eau, on doit en faire quelque chose. Je n'arrive pas à comprendre ces gens-là qui écrivent des livres, qui empochent l'argent, puis ça s'arrête à ça. Ça me met dans des colères noires. Je vous dis, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Il y en a. Bah oui, trop. Trop. Moi, je ne comprends pas parce que je me dis que c'est le seul moyen d'aider les enfants. Si on n'en parle pas, si nous, de notre vécu, on n'en fait rien, ça sert à quoi? C'est vrai que si on a la chance d'avoir un peu plus de force que d'autres pour le faire, il faut le faire. Bien sûr, c'est notre devoir quelque part. C'est d'aller plus loin, toujours plus loin. Mais je voulais vous demander aussi, vous êtes au festival, là, il y a un festival de films. Alors c'est quoi? Alors en fait, c'est le festival, c'est la 4e édition du Festival international du film de l'enfance et de la jeunesse. Oui. Donc il traite de tous les problématiques de l'enfance, du harcèlement scolaire, comme les abus sexuels, comme les viols, comme l'isolement, comme la pauvreté. Donc il y a, je crois, 49 nationalités différentes de films. C'est la première fois que je fais le jury dessus. On m'a proposé de venir par rapport à mon petit loup, justement, donc avec Arnaud Gallet aussi, avec Raslina, qui est vice-présidente de l'association Akida Walatsa, le droit de l'enfant à Mayotte, et Neil Lamour aussi. Neil Lamour qui est la compagne de Steven Moore qui fait ce qu'on appelle les chasseurs pédophiles. Donc on est plusieurs comme ça, à se retrouver, avoir des fonctions un peu différentes dans le domaine de la protection de l'enfance. Et on va rencontrer plein de gens, on va visionner des films et continuer à œuvrer pour cette cause-là. Donc c'est plutôt bien. Ce qui est formidable en fait dans ce que vous faites, c'est que ça va libérer encore plus la parole. J'espère. Parce que puisque vous, finalement, vous avez été victime et que vous êtes debout et que vous avancez, vous allez partout, vous n'avez peur de rien finalement. Aujourd'hui, de quoi auriez-vous peur? Ah non, bah vraiment, ça c'est partie de ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'effraie. Il n'y a plus rien qui me stresse. À part s'il y a quelque chose à ma famille, ce que j'aime, mais sinon, alors, je veux dire, dans le boulot, il n'y a plus rien qui me stresse. Il n'y a plus rien d'avis qu'on pourrait avoir sur moi ou quoi que ce soit qui va me. Non, j'ai passé vraiment ce cap, mais. Justement, vous parlez famille. Votre enfant à quel âge, Nicolas? 14 ans. Qu'est-ce qu'il sait de ce qui vous est arrivé? Tout. Depuis quel âge il le sait? Ça fait pas longtemps, il le sait depuis octobre 2022. Donc il avait 12 ans. Il venait d'avoir 13 ans. 13 ans. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, enfant, vous auriez aimé trouver une main tendue? Ah oui, carrément. Ah oui. Et à quel niveau? École? Ouais, j'aurais aimé, je sais pas, on a tous passé des visites médicales, on a tous. Moi, le seul souvenir que j'ai des visites médicales, c'est de tomber sur un mec qui m'a tripoté. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Jamais on m'a posé de questions chez le médecin, chez le généraliste, chez le pédiatre. Jamais on m'a posé de questions. Parce que ça, c'est ce que on travaille beaucoup là-dessus. Jamais. J'ai jamais eu une main tendue. Je suis allé au catéchisme pendant des années. J'ai déjà eu la chance de ne pas y passer, on va dire. Mais en tout cas, c'est pareil. On pourrait quand même imaginer que dans ce genre d'endroit, si on ne se fait pas violer, peut-être qu'on peut se faire aider. Bah non, il y en a d'autres. Donc. C'est pareil pour le milieu sportif, c'est pareil en fait partout. Ouais. Il faut une vigilance, c'est-à-dire pour les parents. C'est vrai que nous on le répète tout le temps, mais aux parents, faites attention à vos enfants. Ouais. Parce que le danger, il n'est pas terminé. Hein. Ben Nicolas, on est super content de vous avoir reçu. Merci. Et puis quand vous serez de nouveau de passage à Paris, vous nous faites signe et on vous réinvitera parce que je suis sûre qu'il y aura encore plein de choses que vous aurez faites. Et bien là, nous allons faire une petite pause puisque nous allons passer après à notre ami Christian. Bonjour à la Réunion. Oui. Et bonjour à la Réunion.